Salut à tous, c'est Clem. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo update lecture. Donc voilà, petit récap de mes lectures de janvier. J'ai lu 7 romans ce mois-ci, donc ce qui est plutôt pas mal, surtout en sachant que bah voilà, qui dit janvier dit reprise des cours, et pour moi c'est pas vraiment les cours, c'est mon stage. Du coup je suis là-bas toute la journée globalement, ce qui me laisse assez peu le temps de lire, mais j'essaie de me dégager un max de temps pour lire. C'est une bonne résolution pour 2025, et oui. Du coup voilà, je vais parler de ces romans que j'ai lus, on va commencer tout de suite sans plus attendre. J'ai commencé par lire Impitoyable Serment, donc le tome 2 de Divine Rivalité, je crois qu'il y a un nom à cette saga, ça s'appelle Lettres d'Enchantement, voilà. Donc c'est écrit par Rebecca Ross et c'est publié aux éditions de Saxus et j'ai la sublime édition collector, comment vous dire que je suis ravie. C'était une très bonne lecture parce que je lui ai mis 18,5, sachant que le premier tome ça avait été un coup de cœur, j'avais mis 20, il fait partie de mes meilleures lectures de l'année, donc celui-ci était un petit peu en dessous mais j'ai quand même adoré et je vous le conseille. D'ailleurs je vous conseille la duologie parce que voilà, il y a que 2 tomes et il va y avoir un nouveau one shot normalement cette année qui se passe dans l'univers. Donc globalement dans le tome 1 on va suivre Iris. Iris qui est journaliste, voilà, qui travaille dans un journal random et qui vit dans un monde qui est en guerre en fait. Voilà, il y a 2 grands dieux qui se foutent sur la gueule globalement et le grand frère de Iris est envoyé à la guerre et du coup elle va lui écrire des lettres, sauf que elle envoie ces lettres par un truc un petit peu magique en dessous de son placard et il se trouve que ce n'est pas son frère qui va recevoir les lettres, c'est Roman. Et Roman c'est un petit peu son rival au journal. Ils se battent tous les deux pour un seul et même poste en fait et du coup bah ils se kiffent pas plus que ça, ou en tout cas il y a une certaine rivalité entre eux, sauf que vous vous en doutez, les choses vont faire, la vie va faire qu'ils vont se rapprocher et qu'au bout d'un moment, cette histoire épistolaire va bien faillir. En fait, il va bien falloir qu'elle sache, Iris, que ce n'est pas son frère qui reçoit ses lettres. Je crois que vous étiez en train de tomber, désolée. Du coup, il faut savoir que certes, c'est une romantaisie, mais qu'il y a surtout une grosse part de la guerre en fait dans l'histoire. Ça prend beaucoup de place, mais c'est un monde qui est assez développé et assez complexe, mais pas trop complexe non plus. La plume, elle est très jolie, elle fait très... je sais pas, ça va très bien avec l'histoire des machines à écrire, de lettres et tout, enfin c'est très beau. On est vraiment immergé, très plongé dans l'histoire et en plus ça se lit super vite, ça se dévore. Ce tome-ci j'ai adoré, donc c'est la suite directe en fait. Purée mais vous tombez. Et voilà, j'avoue que la fin, j'ai lâché ma petite larmichette. Pour être très très honnête, ce tome 2 ne me laisse pas un souvenir impérissable. Alors certes, je l'ai lu rapidement, mais je crois pas avoir les détails de ce qui m'a fait réellement pleurer. Bon écoutez, c'est très bien, je vous le conseille, voilà. Dans un tout autre registre, j'ai lu le tome 1 de Plonge avec moi, écrit par Oli TL et publié aux éditions Hugo Poche. Donc le tome 1, Souffle contre souffle. Alors, j'ai mis 16 sur 20 à ce roman, et déjà, ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas pour tout le monde, parce que c'est une dark romance. À l'époque, c'était pas vraiment qualifié comme ça. Enfin, c'était dans Hugo New Romance, c'était quand même marqué dark romance derrière. Mais même pour les gens qui disent de la dark romance, je trouve ça un peu darky, quoi. Et un peu dark pour pas grand-chose. On va suivre Marjorie, qui a 19 ans, qui est en études de sexologie, et elle doit trouver un stage, en fait, dans le cadre de ses études, et sa maître de stage lui propose un stage qui va vraiment la faire un peu sortir du lot, parce que elle va devoir rejoindre la confrérie qui est un clan un petit peu de gens qui ont des désirs sexuels déviants. Du coup Marjorie elle hésite mais elle se dit que dans tous les cas elle aura pas meilleur stage en fait, elle doit réussir à se démarquer de ses camarades. Oui j'ai bégayé. En parallèle de ça on a aussi Morgan qui vient rejoindre la coloc dans laquelle Marjorie habite. Et voilà, lui il est un peu mystérieux, il est un petit peu dark, peut-être qu'il trempe aussi dans des affaires qui sont pas très nettes. Du coup voilà, on va suivre leur histoire à tous les deux. Donc déjà, premier truc, pourquoi j'ai mis ça sur 20, c'est parce que la plume, ça me dérangeait un petit peu. Outre le fait que ça faisait un petit peu Wattpadien, j'avais particulièrement l'impression d'être en 2014 dans des chroniques Facebook. L'écriture, elle me dérangeait. Parce que à la fois, ça s'enchaîne bien, tu vois. Je l'ai lu assez rapidement, la fin m'a quand même laissé un petit peu époustouflée, mais parfois, il y a des phrases qui me sortaient mais de ma lecture. J'avais vraiment l'impression que... je sais pas comment vous expliquer, mais je voyais très bien pourquoi l'autrice avait utilisé ces mots-là et j'étais en mode ça marche pas en fait, c'est pas très développé. Et je pense pas que la plume ait vocation à être très développée, tu vois, et je critique pas. Mais ça me sortait vraiment de ma lecture. Mais après, il y avait d'autres moments où ça s'enchaînait bien, mais des fois, bam, t'avais une phrase comme ça qui me dérangeait. Par exemple, la surutilisation du mot caboche. J'ai failli me tuer en fait à de maintes reprises. On dit plus, personne ne dit plus caboche. Et pourtant, OITL le dit. Après, je crois que c'est pas récent. Je vais regarder. Ah bah non, c'est 2020 en fait, donc c'est quand même récent. Donc non, je sais pas, j'avoue que c'était pas mon big kiff. Je suis quand même en train de lire le tome 2 à l'heure actuelle. Il y a quand même des scènes de V assez détaillées. Je sais pas si elles sont là juste pour rajouter du dark. Et comme je dis, la confrérie c'est quand même un truc de déviant en fait. T'as un petit peu de tout et du n'importe quoi. Donc bon, c'était étrange comme... je sais pas si je recommanderais, je pense pas en vrai. Et je sais pas non plus pourquoi on entend autant parler de ça en mode Dark Romance of the Dead quoi. Je pense que j'ai lu des Dark Romance qui étaient bien meilleurs et qui méritent plus de hype. Et surtout qui sont pas juste dark pour être dark. Là j'ai l'impression que c'est ça. Et j'ai aussi l'impression qu'on veut mettre des traumas à des gens sans... Je sais pas. Ceci étant dit, j'ai quand même apprécié. J'étais à fond avec les personnages. Je suis leur histoire. J'ai hâte de savoir ce qui va se passer et comment ça va se terminer.
Mais voilà. J'ai fini une autre série ce mois-ci parce que j'ai lu les 2 derniers tomes de la Winners Trilogy. Donc le tome 2 c'est The Crime et le tome 3 c'est The Kiss de Marie Rutowski aux éditions Lumen. Donc déjà je trouve que les livres sont beaux comme ça, ils sont mignons. C'était des sacrés pavasses qui m'ont pris un petit peu de temps à lire. Pour tout vous dire, le tome 2, je lui ai mis 18 et le tome 3, je lui ai mis 15,5. 15,5 qui pour moi n'est pas une note superbe. Je sais pas si on en a déjà parlé, mais pour moi, je note vraiment très bien mes lectures. C'est-à-dire que 16, ça commence à être un peu mid, enfin un peu moins bien. Donc 15,5 c'est vrai que pour moi c'est un peu tendax. Juste pour vous faire le résumé du tome 1 très globalement, ça va être une trilogie de fantasy qui est avec surtout pas mal de politique mais qui reste young adult, où on va suivre Kestrel qui est la fille d'un général de guerre qui n'a un petit peu que 2 choix pour sa vie qui est toute tracée. Soit elle se marie, soit elle rentre dans l'armée, et Kestrel, elle veut faire ni l'un ni l'autre. Un jour, elle va se balader avec sa pote au marché, et ben, elle va acheter un esclave. Parce que dans ce monde, on est après une guerre qui a opposé les Éraniens aux Valoriens, voilà. Et Kestrel, elle est Valorienne, donc elle a le pouvoir, c'est la dirigeante, et elle va acheter un Érani qui s'appelle Harin en tant qu'esclave, sauf que c'est pas du tout dans le genre de Kestrel d'acheter un esclave et de profiter de ses privilèges comme ça. Enfin, si elle profite de ses privilèges, mais elle est assez complexe. Du coup, elle va laisser assez de liberté à Harin, voilà, de se déplacer dans sa maison, de parler, machin, machin. Ils vont tisser une relation, sauf que tout a peut-être bien volé en éclats à cause de cette décision. Voilà, du coup, ce tome 2, c'était une suite qui était bien, qui était encore avec un petit peu de longueur, parce que même dans le tome 1, j'avais déjà retrouvé un petit peu des longueurs, mais j'avoue que là j'ai bien aimé, j'étais en mode mais pourquoi on parle pas plus de cette trilogie, blablabla, c'est trop cool. C'est vraiment très bien exploré. C'est-à-dire le monde, la politique est vraiment très bien exploitée, et je pense que si vous aimez les fantaisies avec pas mal de politique, il faut y aller. En plus c'est young adult, alors certes il y a une part de romance qui est non négligeable, mais pas que en fait. Il y a vraiment plein d'autres choses. Donc c'était cool. Et ensuite, j'ai lu le tome 3 récemment, qui déjà fait presque 600 pages, donc là déjà on dit que c'est un gros bébé. Et lui, c'est un petit peu un gros bébé pour rien. Il n'y avait pas la nécessité d'être aussi lent, parce que autant dans les autres, il y avait des passages qui étaient longs, mais on pouvait comprendre pourquoi, et puis c'était pas trop dérangeant au final. Là, c'était quand même assez dérangeant, j'ai pris du temps à le finir, parfois je sautais des paragraphes parce que c'était trop long. Alors, la fin reste bien, et l'idée en soi du tome, ce qui est apporté dedans en tant qu'intrigue, reste bien. Il n'y a pas besoin d'en faire ça. Je pense que si tout avait été condensé en 2 tomes, ça aurait été vraiment super en fait, avec suffisamment de rythme, une profondeur des personnages qui était quand même respectée et tout. Là, je me suis demandé pourquoi il y avait un 3e tome. Je pense que c'est parce que certainement à l'époque, les trilogies c'était à la mode et du coup, bah l'autrice elle a fait un 3e tome quoi. Après bon, ça reste bien, mais je sais pas si je vais garder la série. J'avoue que j'hésite parce que à la fois les couvertures sont très belles, que le tome 1 était un cadeau, donc je sais pas. Mais ce que je sais, c'est que je peux quand même vous la recommander. Surtout si vous n'avez pas peur des longueurs et que vous aimez bien les descriptions et tout. Enfin, il n'y a pas que les descriptions, hein. Et ça reste écrit assez gros. Mais j'avoue que pour moi qui est un peu moins... et qui suis pas forcément dans la politique des mondes de fantasy et tout. Bon, voilà. Après, je vous recommande quand même la trilogie. C'est divertissant. Les événements qui s'y passent sont bien, il y a des plot twists. Les personnages secondaires aussi sont vraiment trop cool. Mais je suis quand même surprise qu'on en a pas plus parlé que ça. Et j'ai l'impression aussi qu'à l'époque, c'était pas spécialement hype non plus. Alors que, bon, je sais pas. Ensuite, j'ai lu un livre en e-book qui est From the Ashes de Lydia Richa. Je me rappelle plus, je crois que c'est ça. C'est un livre en auto-édition, donc de la booktokeuse Lydia, qui est une fille que je suis sur les réseaux sociaux. Voilà, j'aime bien suivre ses avis, ses posts, TikTok, elle me fait bien rire. Je la suis aussi sur YouTube d'ailleurs. Et j'avais vu qu'elle avait sorti un roman en auto-édition, et ça avait fait un petit peu tout un foin, parce qu'elle avait fait une superbe édition collector reliée. Donc avec une campagne de précommande Ulule, pas mal de goodies, etc. Et je l'avais suivi dans cette histoire. Sauf que j'avais loupé la campagne de précommande parce que je l'ai connue avec ça, je crois, et que c'était déjà passé, je ne sais pas. Et les premières revues sur son livre ont commencé à sortir, et là, c'était un petit peu une déferlante de mauvais avis ou d'avis très moyens. Par exemple, sur Livre Addict, la moyenne, au moment où je l'ai lu, était de 8. 8 sur 20. J'étais choquée. Et même sur les TikTok que je voyais, c'était pas forcément des notes incroyables. C'était assez mitigé. Du coup, j'avais pas spécialement envie de le lire, j'avais un peu peur, tu vois. Et Lydia a elle-même mis son livre en téléchargement sur des sites, n'est-ce pas? Et je me suis dit que c'était le moment de tenter. Comme ça, si j'aime bien, au pire, ça lui fait de la pub, n'est-ce pas? Si j'aime pas, c'est pas grave, j'ai pas dépensé de l'argent. Et si vraiment j'adore, je pourrais toujours me le procurer en papier après. Et j'ai vraiment beaucoup aimé parce que je lui ai mis 18 sur 20 et je suis là avec vous pour établir la vérité sur ce pauvre livre. Dans cette histoire qui est une romantésie orientale, on va suivre Nirva. Nirva qui vit dans un peuple qui est opprimé. Voilà, il y a 2 teams de peuples. J'ai oublié leur nom, il y a des Azris, je crois, j'ai oublié. Et voilà, un jour, sa famille, ce qui lui reste de sa famille, va se faire assassiner
Haha, pas fun du tout. De fil en aiguille, Nirva va être amenée au palais pour l'intégrer en tant que résistante, sauf que elle va découvrir des complots, des secrets, elle va peut-être même trouver l'amour, elle sera défiée, elle sera embrigadée dans des trucs qui la dépassent, et parmi les trucs qui la dépassent, il peut y avoir d'autres créatures, comme des dragons, comme des djinns. Je l'ai peut-être très mal résumé, j'avoue tout, mais ce que je veux vraiment vous dire, c'est mon avis en fait. Déjà, je n'avais jamais lu de romantasy avec des dragons. Oui, je n'ai pas lu Force Wing encore. Et du coup, j'ai adoré, ça m'a trop donné envie, c'était vraiment trop cool. Je pense que j'avais jamais lu non plus de fantasy orientale, parce que je suis pas trop une fantasy girly, enfin, je le deviens, mais j'en lis pas énormément. Du coup, c'était ma première fantasy orientale, j'ai adoré. J'avais vu dans les mauvaises critiques pas mal de critiques sur le personnage principal, donc Nirva, en mode elle est chiante. Et honnêtement, en tant que quelqu'un qui a beaucoup de mal avec les personnages principaux féminins, j'ai trouvé que là, Nirva, ça allait. Ok, parfois, de temps en temps, elle a des phases où elle est un peu conne. Je l'avoue. Mais ça ne m'a pas du tout dérangé à la lecture. Voilà, c'est comme ça, c'est des fois, bon bah Nirva, mais la plupart du temps ça allait. Les personnages secondaires sont vraiment super bien, je les ai adorés. J'avoue que mon petit préféré pour l'instant c'est peut-être le Jin. Concernant la romance par contre, j'avoue que la romance j'ai eu un peu du mal à y croire. En fait, une fois qu'elle était installée, j'étais en mode ok, Slay, je l'ai suivi, j'étais comme ça, machin. Autant le début du développement de la romance, j'ai trouvé qu'il tombait un peu comme un cheveu sur la soupe. Qu'on n'a pas eu cette montée de tension. Cook, en fait, ça cookait pas trop pour faire de la romance et elle est arrivée un peu comme ça. Donc ça c'est un point un petit peu négatif que j'ai eu à trouver, qui n'était pourtant pas non plus dérangeant de fou. Concernant la plume, j'ai bien aimé. Je suis pas transcendée, mais ça se lisait bien, ça se lisait fluidement. Il y avait un bon rapport description-dialogue, et c'était abordable en fait, voilà, c'est abordable et bien fait. Parfois, encore une fois, je voyais des phrases où je me disais, enfin j'imaginais Lydia derrière son écran en train de taper à dire ça c'est pour faire ressentir à mes lecteurs telle émotion. Et je crois qu'on en a déjà parlé, je ne sais plus. Mais j'ai souvent ce truc où j'imagine ce que les gens veulent faire ressentir par telle tournure de phrase. Ce qui me sort un petit peu, mais contrairement à un plonge avec moi où ça me faisait vraiment beaucoup sortir, là ça me faisait un petit peu sortir. Mais overall, très bonne lecture que je vous recommande. Franchement, ne vous fiez pas aux avis vraiment nuls sur internet. Faites-vous votre propre avis. Ne vous fiez pas non plus qu'au mien parce que je suis très bon public. Mais franchement, ça ne méritait pas les notes de merde en fait. Parce que je suis désolée, mais pour avoir une moyenne de 8 sur 20, ça veut dire qu'il y a peut-être eu genre, je sais pas, des 5 sur 20 qui ont été lancés, mais là je n'y comprends rien. Parce que autant d'habitude je peux voir ce qui dérange les gens dans les lectures, autant là, vous abusez les guys. Je peux comprendre qu'on en ressorte mitigé, mais qu'on en ressorte en détestant, je sais pas. Bref, avant-dernier livre de cette vidéo, je suis assoiffée. Je vais parler de Heartless de Elsie Silver, audition Piaxus. C'est des éditions anglaises, à chaque fois j'ai peur de presque casser le dos, c'est trop chiant. C'est le deuxième tome de la saga des Chestnut Springs, donc celui-ci il est aussi disponible en français chez BMR je crois, sauf que de ce que j'ai entendu, il y avait des petits soucis de traduction, en tout cas avec le tome 1, donc je les ai pris en anglais, et ce tome 2 reste tout aussi abordable que le tome 1 niveau anglais. Et ce tome 2, je l'ai vraiment adoré, je lui ai mis 19 sur 20, je l'ai bien plus préféré qu'au premier. Je le savais que ça allait pas être mon préféré le premier. Ici, on va suivre Cade qui est un père célibataire, n'est-ce pas? N'ayez pas peur, je sais, mais n'ayez pas peur. Et il a beaucoup de choses à faire parce qu'il tient le ranch avec le ranch de ses frères, tout ça, c'est lui qui gère quoi. Et du coup, il voudrait prendre une nounou pour son petit gamin de 5 ans pendant l'été, voilà, 2 mois et puis c'est fini. Sauf qu'il est grave chiant, il a beaucoup de critères, il veut pas d'une random comme ça qui vienne chez lui quoi. Et Summer, la protagoniste du tome 1, va lui proposer sa meilleure amie. Sa meilleure amie qui est Willa, qui est une meuf pétillante, souriante, fun, etc. Et du coup, elle va venir s'occuper du petit Luc pendant cet été. Sauf que elle va peut-être aussi s'occuper du père en fait. Alors, je ne savais pas que c'était un truc de père célibataire machin, mais j'ai adoré. C'est pas mon délire normalement, mais là, on a à la fois un age gap qui a réussi à me faire kiffer, parce que lui, je crois qu'il a 35 ans passés, et elle a peut-être 25, un truc comme ça. Normalement, j'aime pas trop, là j'ai trop aimé. On a un Grumpy X Sunshine, et j'adore cette trope, mais là, ça m'a fait comprendre pourquoi j'adorais à ce point cette trope. C'est une des meilleures romances Grumpy X Sunshine que j'ai jamais lues. Cade, il était trop cool. Willa, elle était Sunshine. Et autant j'aime pas les gosses dans la vraie vie, mais je ne les aime pas non plus dans les livres. Là, Luc, donc le petit de 5 ans, je l'ai trop aimé. Il était marrant, il apparaissait suffisamment pour qu'on s'attache à lui, mais pas trop pour qu'il nous fasse chier. C'était vraiment un bon élément de l'histoire. Non, j'ai trop aimé. Je vous jure, ce tome-là était fun, il était divertissant. Bon, il était pas mal le smutty quand même, mais je peux vous dire que j'ai grave préféré ce couple au premier couple. D'ailleurs, on les voit de temps en temps. Ouais, la dynamique, la tension, parce que du coup, c'est sa nounou. Il veut pas pécho la nounou, genre. C'était trop cool. Je vous recommande à fond les Chestnut Springs. J'ai hâte de lire le tome 3, je sais pas sur qui ça sera, mais si c'est tout aussi bon que celui-ci, je ne peux que aimer. Et du coup, ma dernière lecture terminée de ce mois-ci, parce que là j'en ai 2 en cours, c'est The Mistake de Elle Kennedy, aux éditions Hugo, donc c'est le tome 2 de la saga Off Campus, pardon.
la couverture elle est d'une immondice, comment vous dire que je n'avais pas envie de le lire en public. Donc c'est une petite romance campus universitaire, n'est-ce pas, qui fait à peine 400 pages, donc qui se lit très vite. C'est du L. Kennedy, donc ça se lit aussi très vite. La plume elle est très fluide, ça passe comme du petit beurre en fait. Dans ce tome, on va suivre Logan, qui est un peu une star de l'équipe de hockey, voilà, qui est le pote de Garrett du premier tome. Ils sont tous dans une seule et même coloc, et Logan, c'est vraiment ce gros baiser par excellence. Désolée, il n'y a pas d'autre terme en fait. Sauf que, bah, malgré ses airs de mec confiant et tout, il a des problèmes pour son avenir, en fait, il a du mal à s'y projeter parce que ça va pas être très très joyeux. Et il va rencontrer Grace, qui est étudiante en première année, qui est vraiment son opposé parce qu'elle, elle est plus dans la pureté, voilà, dans les études, machin. Et une petite relation va naître entre eux. C'était pas mal. Je lui ai mis 17 sur 20 parce que c'était divertissant, c'était assez fun. Franchement, les off-campus, j'ai l'impression que c'est marrant, même si j'ai préféré le premier tome. Les personnages, ça va. Mais je crois que Grace, au fur et à mesure des pages, je l'ai de moins en moins appréciée. J'avais l'impression qu'on perdait de sa patte un petit peu. Logan, au début, je l'aimais bien, j'ai toujours bien aimé, mais c'est vrai qu'il m'a pas non plus transcendé. En fait, les deux ne me transcendaient pas. Leur roman, c'était sympa, mais c'était pas transcendant. En fait, c'était juste divertissant, en fait. Voilà, c'était un beau moment pour passer du temps comme ça. Est-ce que je le relirais? Non. Je l'ai bien moins préféré au tome 1. Après, ça restait, ça se lisait, quoi. Je trouvais aussi que c'était un petit peu smutty. Bon, après, je sais que cette saga est un peu smutty, mais lui, je le trouvais particulièrement. C'était aussi un petit peu cliché, genre la meuf vierge qui va faire sa première fois avec le coureur de jupons qui va tomber amoureux d'elle. Bon, on la connaît. Et du coup, voilà ce qui conclut mon update de ce mois de janvier 2025. On peut dire que quand même, j'étais pas mal contente pour ce mois. J'ai bien commencé l'année et je compte bien que le mois de février soit encore mieux que ça. N'hésitez pas vous à me partager vos dernières lectures dans les commentaires, à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir, à vous abonner aussi, parce qu'on a une vidéo par semaine. Et oui, et oui. Et du coup, je vous dis à mercredi après-midi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bisous!